Donc, je vais prendre un G strictement convexe, hein, donc un G seconde strictement positif. Je peux même prendre un G tel que G seconde soit strictement positif et tel que G' soit strictement positif. Ça me sera utile dans un instant. Et je regarde V égale G de U. C'est mon droit. Formellement, et c'est vrai pour les solutions régulières, je récupère que dV sur dt plus V dV sur dx égale à 0. Hein. Je vous ai déjà fait ça, ce gag-là, je vous l'ai déjà fait pour la composition d'opérateurs monotones et vous montrer qu'on avait la régularité. Et donc, si je prends la solution entropique de cette loi de conservation et que je fais ce changement de variable, j'ai formellement, et c'est vrai pour une solution construit une solution de l'équation de Burgers. À part que ceci n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas une solution conservative. On le sait, puisque c'est une entropie. Si G est convexe, le flux est lui-même une entropie. Et ce que je viens de vous dire, c'est que cette inégalité n'est pas vraie lorsque je prenais une entropie. Le fait même que je prenne une solution entropique de cette équation-là m'assure que V n'est pas solution faible de cette équation. Ça l'est tant que je prends tant que j'ai une solution régulière. Et d'ailleurs, vous observez qu'une condition de semi-lipsicianité comme ceci, elle se préserve, hein, parce que Vx, c'est J' de U, G' de U, Ux. Donc, si jamais c'était une solution faible, ça serait en plus la bonne solution faible. Ça serait la solution entropique. Mais ça n'est pas la solution entropique, parce que précisément dire que U est solution entropique, c'est dire que V n'est pas solution faible. Donc ça, c'est non. Donc ce changement de variable, ce n'est pas les conditions d'entropie qu'il ne préserve pas, en tout cas au sens de la semi-lipsicianité, c'est le caractère solution faible. C'est les mauvais chocs. Le problème de Riemann, c'est les mauvais chocs. OK. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que d'une certaine manière, vous pouvez construire à peu près raisonnablement deux flots qui correspondent à l'équation de Burgers. Vous avez d'un côté le flot entropique du sur dt de solution entropique d sur dx de u2 sur 2 solution entropique que vous récupérez en rajoutant un epsilon laplacien u en faisant tendre epsilon vers 0. Vous récupérez un semi-groupe. C'est le premier. Mais je vais vous en donner un autre qui est une curiosité, qui consiste à dire, bon, mais maintenant, cette équation-là, quand je prends un autre u, j'ai trop de u. Donc maintenant, je vous construis les deux flots. Donc maintenant, je prends un autre, il faut que je change de nom, hein, je vais prendre, pour un tel G, je prends un W qui est solution entropique, c'est-à-dire qui est ce que j'obtiens lorsque je mets un epsilon Wxx et que je fais tendre epsilon vers 0. Je prends donc la solution d'entropie. Eh bien, si je regarde G de W, je construis un autre flot. Qui vérifie la bonne condition de semi-lipsicianité, la bonne estimation a priori, mais qui n'est pas solution faible de l'équation, mais qui, à un certain sens, est une solution de l'équation non conservative, au sens généralisé. Parce que qu'est-ce que je veux dire au sens généralisé? C'est que lorsque vous avez un gradient qui est une masse de Dirac et une discontinuité, d'une certaine manière, ce que vous auriez envie de dire, c'est un appartient ici. Toutes les valeurs pourraient être considérées. Et justement, c'est en un cas d'une discontinuité pure, choisir un type de solution, c'est donner une règle à ce produit. C'est précisément ce que ça veut dire. Il y a la règle qui vient des solutions faibles, entropiques, et puis il y a éventuellement d'autres règles. Et là, c'est en train de choisir une autre règle.
Et pourquoi je dis que ce n'est pas si déraisonnable que ça de faire ça? C'est que maintenant, prenez W epsilon qui vérifie ceci. Il faut l'avoir en tête, parce que quand je parle d'unicité, il faut faire un peu attention. Si vous regardez U epsilon ou U chapeau epsilon égale G de W epsilon, ben je peux faire le calcul. Ça fait un DU chapeau sur un DU chapeau epsilon sur dt plus d sur dx. Là, le calcul va être exact, donc je vais bien récupérer U chapeau epsilon au carré sur 2. J'ai des solutions régulières. Oui, ce que j'aurais peut-être dû dire, c'est... Bon, je dirai dans un instant. OK, donc je fais ceci, U chapeau epsilon, c'est G. Et donc, effectivement, c'est là où les choses se compliquent un tout petit peu, parce que ce que vous allez récupérer, je ne vais pas faire le calcul exact, mais vous allez récupérer un U chapeau epsilon XX, et puis vous allez avoir tout un bazar, hein, j'ai employé un mot beaucoup plus vulgaire, avec un certain H de U chapeau epsilon X, le tout au carré. C'est ça que vous allez récupérer. Bon, le H étant quelque somme comme G seconde sur G prime ou un truc comme ça. Avec des fonctions inverses qui se trimballent. Bon, ça se calcule explicitement, hein, c'est ce qu'il faut pour que le calcul se fasse. Donc ça démarre bien, c'est un opérateur de régularisation. Alors, et vous pourriez vous dire, ouais, mais ça c'est d'ordre inférieur, ce qui compte c'est la dérivée seconde, là j'ai que des dérivées premières. Oui, mais en termes d'échelle, et les échelles sont importantes là-dedans, parce qu'on est en train de créer des discontinuités. Donc, derrière une discontinuité, il y a une masse de Dirac, donc il y a vraiment une notion d'échelle. Mais ça, c'est à la même échelle que le XX, hein. Donc, ce n'est pas un terme inoffensif. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la limite, c'est un terme de régularisation qui n'est pas conservatif, et c'est pour ça que quand epsilon tend vers 0, vous n'avez pas une solution faible. Sinon, tout marcherait bien, mais il n'y aurait pas de... ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de condition d'entropie, hein. Il n'y aurait pas de choc. Fondamentalement, il n'y aurait pas de choc. Donc la moralité, c'est qu'effectivement, si vous commencez à mettre des opérateurs de régularisation un peu bizarres, bien vous pouvez construire des flots qui ont toutes les bonnes propriétés de principe du maximum, d'estimation a priori, etc. Vous ne récupérez pas des estimations a priori parfaites. Le 1 sur t, c'est uniquement avec le flot de Burgers. Vous récupérez des conditions qui sont pires. Et surtout, l'estimation de stabilité que j'ai indiquée là, elle n'est vraie que pour la solution anthropique de Burgers. Elle n'est pas vraie pour les autres solutions. Parce qu'il y a vraiment les constantes jouent. Donc, s'il y a unicité en rajoutant la condition de stabilité, les moins delta plus delta, c'est vraiment fin. Vous n'avez pas droit à mettre des constantes arbitraires dans ces inégalités. Les 1 sont importants et sont reliés au U. Donc, il y a caché là-dedans l'information de la sélection de la bonne solution. J'en suis intimement convaincu, à part que je ne sais pas le démontrer. Et que c'est, je trouve, une question absolument fascinante, qui consiste à dire, attention, hein, quand epsilon laplacien, si je mets epsilon laplacien, est-ce qu'il y a convergence vers une unique solution? Et les flots qui vérifient ces inégalités avec les moins delta t plus delta, peut-être qu'il y a d'autres propriétés auxquelles je n'ai pas pensé, mais en tout cas, celle-ci figure parmi les caractérisations. Question très inhabituelle, mais que je trouve absolument fascinante et qui est quand même des rapports avec des questions extrêmement classiques sur les lois de conservation scalaire, sur les équations d'Hamilton-Jacobi, etc. Donc, je suis assez content qu'en partant de nos divagations sur les jeux à champ moyen, on tombe sur des questions aussi fondamentales sur les équations hyperboliques. Bien. Alors, tout ça, ça clôt ce que je voulais vous raconter. Vous observez, vous comprenez bien que ça, c'est une mise en garde sur ne pas raconter n'importe quoi sur le manque d'unicité et qu'il y a des choses à préciser. C'est pour ça que j'ai, plutôt que de parler d'unicité de la solution de l'équation de départ, je préfère toujours vous dire, vous rajoutez epsilon laplacien, est-ce que quand epsilon tend vers 0, ça tend vers la même solution et une seule solution? Voilà. Sinon, après, il y a des caractérisations intrinsèques à faire, mais là, il faut faire très attention au vu de la construction que je viens de vous indiquer. Bon, alors, le deuxième point que je vais mentionner, ce sont des identités dont j'étais absolument convaincu qu'elles ne servaient à rien à part d'être très jolies,
des identités absolument remarquables pour des équations comme ceci. Et puis, je me suis rendu compte qu'elles donnaient des estimations BV en dimension 2. Donc, j'ai une excuse pour vous les raconter. Alors, donc, autre fait troublant. Une identité remarquable. Donc, deuxième, et ses conséquences. Bon, alors au point où j'en suis, je vais juste un tout petit peu généraliser. Il y a beaucoup plus général que ça. Mais je vais remplacer U parce que je n'ai pas envie de le refaire dans 3 séances avec un F général. Donc, je le fais directement avec un F général. F étant monotone. De sorte qu'on a à peu près essentiellement toutes les propriétés que j'ai indiquées, y compris d'ailleurs les jeux sur les compositions, mais et qu'on a, pour des composés de conditions initiales monotones, une unique solution régulière. Tout ça, ça passe pareil. On reverra plus tard des choses comme cela. Donc, je n'insiste pas sur l'existence, le régime de régularité. Je vais vous démontrer une estimation formelle qui porte sur le jacobien de U. C'est-à-dire que ce que l'on va démontrer, c'est l'identité suivante, c'est que D sur dt de déterminant de du plus f de U gradient déterminant de du, oh non, je vais faire plus simple, je vais l'écrire sous forme conservative, hein. Plus divergence de f de U déterminante du égale à 0. En d'autres termes, si vous avez cette équation de transport pour U, vous avez pour le jacobien l'équation conservative associée. Alors là, il y a deux options. Soit vous aimez bien les déplacements de volume, vous regardez les flots, et vous regardez les jacobiens, et vous vous trompez 3 fois de signe et de déterminant. Enfin, c'est mon cas. Moi, je suis incapable de faire un dessin, donc je suis mal barré pour visualiser quoi que ce soit. En revanche, quand il s'agit de faire un calcul analytique, là, je me sens mieux. Donc, je vais vous dire, bon, OK, on va le faire comme des bourrins. On pourrait faire des jolis dessins et comprendre pourquoi c'est vrai. Mais je vous assure que si je vous fais les dessins qui sont censés expliquer, vous comprendrez encore moins que en faisant le calcul. Donc, alors, cette propriété est assez spectaculaire. C'est une propriété qui, d'ailleurs, je vous le signale, si f est h', donc provient d'un Hamiltonien, c'est une propriété que je ne connaissais pas pour les équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre, qui dit que le déterminant hessien de la solution d'une équation d'Hamilton-Jacobi vérifie une équation de transport, en tout cas tant qu'il n'y a pas de choc. Alors, ce n'est pas déraisonnable. Ça fait penser à des tas de choses. Si je prends f de U égale à U, ça fait penser à effectivement l'apparition de l'équation de Monge-Ampère dans le cadre du transport optimal. On sent bien que c'est cousin germain, puisqu'il s'agit du déterminant de D de phi. Mais c'est beaucoup plus général que ça. D'abord, ce n'est pas f de U égale à U, ce n'est pas des gradients, ça n'a rien à voir avec Hamilton-Jacobi, n'est qu'un cas particulier. Donc, c'est une particularité un peu bizarre, mais qui n'est quand même pas totalement innocente. Alors, évidemment, vous en déduisez que l'intégrale déterminant du est conservée, mais enfin, ça, c'est pas passionnant. Mais ce que vous en déduisez, c'est qu'au moins formellement, vous avez la même propriété en mettant une valeur absolue. Donc, tout ça, c'est formel. Et donc, cela veut dire que si initialement, vous avez une condition initiale dont la masse totale de la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne, si cette intégrale est bornée, vous gardez cette borne. Bon. Ce n'est pas une estimation a priori très folichonne. C'est penser à U étant, qui est le gradient de la solution d'une équation de Hamilton-Jacobi. Ça vous donne l'opérateur de Monge-Ampère, mais à part que la solution d'équation de Hamilton-Jacobi, elle n'est pas nécessairement convexe.
Donc, bon, ce n'est pas une estimation très forte. Elle va avoir des conséquences. Je le répète, tout ceci est formel. C'est vrai tant qu'on a des solutions régulières. Mais pour une fois, je ne dis pas, vous rajoutez un epsilon laplacien, parce qu'avec le déterminant et le laplacien, vous allez partir dans le décor. Hein. Donc, attention, c'est une estimation formelle qui pourrait très bien ne plus être vraie pour des solutions faibles globales. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être que ça ne serait pas idiot de le démontrer. Alors, il va être assez utile de dire, j'ai un opérateur de dérivation que j'ai appelé x, opérateur de dérivation, et ce x, c'est d sur dt plus u grade. Bon. Pour l'instant, c'est une notation, ça ne mange pas de pain. Ensuite, je peux regarder l'équation satisfaite par du. Qu'est-ce que je récupère? Eh bien, ce que je récupère, c'est que d sur dt de du, et je vais écrire les choses réellement de manière matricielle, plus u gradient fois du, c'est-à-dire l'opérateur de dérivation x du, x appliqué à du, est égal à quoi? Bien, il est égal à ce que j'obtiens en dérivant ce bazar-là, c'est-à-dire le f de u qui est ici. Et ça, c'est simplement df de u, d de f de u, fois du. J'écris tout matriciellement pour éviter d'écrire des indices, sinon on n'y verra plus rien. Alors, quand vous faites une petite perturbation dans un déterminant, donc vous prenez le déterminant de A et vous lui collez un B, moins déterminant de A, divisé par epsilon. Bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écrire que c'est déterminant de A fois déterminant de l'identité plus epsilon B à moins 1, divisé par epsilon. Et donc, vous voyez que ceci vous fait déterminant de A quand epsilon tend vers 0. Comme nous l'avons tous appris, cela tend vers la déterminant de A fois la trace de B à moins 1. Bien. Et donc, si j'ai une information de ce petit calcul, j'en déduis que x de déterminant de du, c'est quoi? Bien, je me sers de cette règle-là, je suis en train de faire une dérivation. Je dis que c'est déterminant de du fois le b, mais le b c'est quoi? Ben, c'est x de du. Ah, le b, mais c'est x de du, mais j'ai une trace. Donc c'est la trace de x de du fois du moins 1. Supposons que U est inversible, mais tant que j'ai des solutions régulières, j'ai des machins inversibles. Hein. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Bon. Donc là, c'est en 3 lignes, hein, et puis on finit avec la 4e ligne maintenant, parce que x de du, vous voyez ce que ça fait? Ça fait df de u fois du, et donc ceci, c'est donné par déterminant de du, trace de x de du, c'est d de f de u fois du, du moins 1, c'est l'identité, ça fait trace de df de u. Bon, et ça, c'est un nom, c'est la divergence de f de u. Hein.
à part que j'ai un signe moins ici, hein, puisque c'est le terme supplémentaire qui était sur le membre de gauche que j'ai fait passer à droite. Donc, si je mets ici, ça c'est exact avec le plus, et là, ça me fait un moins. Et donc là, vous voyez que vous avez d sur dt, et quand j'ai mis u, pardonnez-moi, c'est pas u, c'est f de u, c'est ça l'opérateur hein, avec lequel je travaille. Donc, ce que vous avez, c'est que l'opérateur appliqué à déterminant de du, bah, vous donne précisément moins la divergence de f de u fois le déterminant de du. Si vous faites passer de l'autre côté et que vous réintégrez les deux termes, eh vous percevez que vous avez ces deux termes-là. Dans la divergence de ce produit, vous avez f de u fois le gradient, plus divergence de f de u fois le déterminant de du. Fin de la démonstration. Donc, il n'y a pas de dessin, mais en 4 lignes, c'est torché. Donc, mais bon, il faut introduire cet opérateur de dérivation, sinon, si vous essayez de faire les calculs avec des i et des j, vous êtes encore là l'an prochain. Hein, donc, bon. Enfin, tout est possible, hein, mais il vaut mieux avoir un point de vue un peu plus synthétique. Je le répète, ce n'est pas surprenant, c'est une propriété totalement géométrique du fait que U soit transporté par un champ de vecteurs qui est fonction de U. Bon. Alors, je n'ai pas tiré au clair, je me retourne vers Guillaume, mais je n'ai pas totalement tiré au clair ce que ça veut dire pour les équations d'Hamilton-Jacobi et le lien avec le transport optimal, mais je suis sûr que c'est là. Parce que c'est quand même une propriété du Hessien et de Monge-Ampère pour les potentiels qui apparaissent dans, par exemple, les distances de Monge-Kantorowicz, Wasserstein. Bien, alors, donc... c'est une propriété un peu particulière pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Je pense que pour les équations d'Hamilton-Jacobi, on a suffisamment d'informations quasi explicites pour comprendre ce qui se passe quand on passe les chocs sur le déterminant. Il se passe certainement des choses. Je ne sais pas quoi exactement, mais il se passe certainement des choses. Alors, je ne sais pas si ça reste préservé ou pas. Je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, et ce n'est pas totalement évident à mener ce calcul, mais c'est jouable, hein. Oui, je suis en train de réfléchir. Non, de tête, c'est quand même un peu difficile à calculer les déterminants hessiens. Je pense à des solutions pour l'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc, ce qu'il faut prendre, c'est effectivement, typiquement, avec un demi de gradient U carré, on prend une condition initiale comme ça, on connaît explicitement la solution avec un tout petit peu de régularisation. Qu'est-ce qui se passe là sur le déterminant ? Mais ça, c'est convexe, c'est peut-être un peu trop particulier. Bien, écoutez, c'est une question intéressante qui est de dire, dans des cas où on comprend globalement la solution, que peut-on dire après les premiers chocs de cette information conservative sur le jacobien? Je pense que c'est une question qui est effectivement que l'on peut trancher en faisant quelques calculs plus ou moins joyeux. Ça n'a évidemment d'intérêt tout ceci qu'en dimension supérieur ou égal à 2, parce que sinon vous avez UX en dimension 1, et c'est la propriété qui vous dit, qui vous montre d'ailleurs qu'avec la valeur absolue de UX, ceci ne va pas être vrai, mais qu'on va avoir en dimension 1, ce que l'on récupère pour les lois de conservation scalaire, c'est négatif ou nul. Donc quand je dis, je ne m'attends pas à ce que ce soit égal à 0 après les chocs, mais est-ce qu'avec la valeur absolue, on a négatif ou nul? Ça veut dire qu'on garde une estimation a priori. Est-ce qu'il y a donc question, c'est globalement, dans les cas où on a des solutions faibles, problème, a-t-on négatif ou nul avec la valeur absolue de déterminant de DU? Et ça, ce n'est pas impossible. Alors donc pour conclure, je vais me servir une application, donc ça c'était cette identité que j'aime bien. Mais c'est vrai que je l'avais mise dans un coin, je m'en étais rendu compte il y a quelques mois. J'avais expliqué ça à Jean-Michel, qui a dit « Ah oui, c'est passionnant », et qui m'avait fait une autre démonstration entièrement fausse de cette inégalité. Et quand s'est dit « Oui, ça doit bien être utile », mais on était incapable de savoir à quoi ça pouvait être utile. Alors, je suis heureux d'avoir une excuse de vous raconter cette jolie identité remarquable par une application de cette estimation en dimension 2. Bah, c'est mieux que rien. Il y a déjà un déterminant en dimension 2. Hein.
et vous montrez qu'en dimension 2, formellement, si on prend ce système-là, à nouveau en disant que ce sont des solutions régulières, vous avez des estimations BV. C'est-à-dire, si DU0, si U0 est BV, ou plus exactement, si l'intégrale de DU0 est finie, alors ça entraîne que l'intégrale de DU est mesurée par une constante. Or, ça dépend de l'intervalle. Hein, c'est sur CT, c'est d'ailleurs C fois 1 plus T, si je me souviens bien, mais c'est pas. Ça croît au plus linéairement. Alors, donc, ça, c'est C fois sur un intervalle borné. Donc, une véritable estimation BV pour un système hyperbolique, ce n'est pas fréquent. Hein. En fait, je ne connais aucun exemple de véritable système non hyperbolique sur lequel on sache en dimension supérieure avoir des estimations BV. Tout ce qu'on sait, c'est en dimension 1. Alors, en dimension supérieure, c'est la dimension 2. Hein. Bon, enfin. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, on va s'y prendre de la manière suivante. Donc, je reviens à cette équation. Et je vais regarder D1, U1. Ça ne peut pas faire de mal de regarder celle-là pour commencer. Si je regarde D1, U1, eh bien, j'écris tout. Je récupère U gradient D1, U1. Et puis, je vais récupérer D1, U1 au carré, parce que ça, c'est le terme en D1. D1, c'est D sur Dx1. Hein, je commence à fatiguer, donc je raccourcis la notation. Donc, DU1 sur Dx1 que multiplie U1, je dérive ce U1, ça me fait ce DU1 carré. Ensuite, j'ai encore un autre terme qui est D1, U2, D2, U1. C'est le deuxième terme qui est ici, hein, le D2 et U2 qui est ici. Je dérive par rapport à X1. Et je récupère cela, égal à 0. Là, vous commencez à voir apparaître un morceau du déterminant. Donc maintenant, je vais écrire les choses de manière conservative. Donc D sur dt de D1, U1 plus la divergence de U fois D1, U1. OK? Alors, vous voyez que le U1, D1 de D1, U1 plus D1, U1 carré, c'est le terme en U1 qui est là. Ensuite, vous avez le terme en U2 que vous rentrez à l'intérieur avec D2. Ce que vous êtes en train de rajouter, c'est un D2, U2, D1, U1. Et donc, vous observez que ceci, ça vous fait D1, U1, D2, U2, moins D1, U2, D2, U1. Notre identité assez amusante, puisque c'est le déterminant qui sort. Donc, lorsque vous prenez une dérivée pure, alors, et vous voyez bien que la direction 1 ne joue aucun rôle. Hein, tout ça, c'est invariant par rotation. Donc, en fait, lorsque vous regardez en dimension 2 dans l'équation de transport d'une dérivée pure, un dxi sur xi, sa croissance, c'est le jacobien. Encore une identité remarquable, mais c'est vraiment dimension 2. Sinon, il y a les cofacteurs en dimension supérieure. Il y a des trucs, mais après, il y a peut-être d'autres choses que le jacobien. Il y a peut-être des trucs sur les cofacteurs, mais il y a un moment donné où l'algèbre me sort par les trous de nez, puis je ne pense pas que ça soit vrai. Mais bon. Je ne le sens pas. Alors donc, déjà, faire un calcul qu'on a du mal à faire, mais en étant convaincu que ça ne va pas marcher, là, ça demande une dose de masochisme qui dépasse les doses auxquelles nous sommes normalement habitués en tant que mathématiciens. On est tous un peu maso en tant que matheux, mais quand même, il y a des limites. Hein. Alors donc, pour regarder des choses simples, je fais cette observation. Qu'est-ce que j'en déduis? Bien, vous en déduisez que si déterminante du est une mesure qui est bornée de par l'estimation précédente, vous pouvez maintenant glisser une valeur absolue sur le D1, U1. Ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de multiplier cette équation déterminante du par le signe. Et ça, c'est une mesure bornée, et donc vous en déduisez en intégrant ceci. Hein,
toujours formellement, que l'intégrale, la masse totale de la mesure D1U1, est majorée par quelque chose dont vous avez déjà démontré que c'était borné, donc l'intégrale d sur dt de la masse totale de D1U1 se majore par la masse totale de déterminante DU, qui est d'ailleurs égale, en tout cas tant qu'il n'y a pas de choc, à la déterminante DU0. C'est une constante. Bon, voilà. Donc ça, vous l'avez fait pour D1U1. En fait, c'est un Dexy-Uxy, si vous voulez. C'est vraiment, là, ce que vous obtenez, c'est une estimation sur la partie symétrique de DU. Là, vous n'avez pas variation bornée, vous avez ce qu'on appelle BD. Ce n'est pas BV, c'est BD. C'est déformation bornée, la partie symétrique de DU. Parce que 1 ne joue évidemment aucun rôle. De toute façon, vous pouvez faire la même chose avec 2 si vous voulez, et vous avez la même estimation. Mais 1 ou 2 ne jouent absolument aucun rôle. Mais ça ne vous donne pas tout BV, même si vous mettez une direction quelconque qui n'est ni 1 ni 2. Ça vous donne que la partie symétrique. Puisque c'est ce que vous êtes en train de regarder, c'est DU-xy scalaire xy. Et ça, vous ne voyez, dans la forme quadratique, vous ne voyez que la partie symétrique. Et donc, vous avez une estimation des mesures bornées sur la partie symétrique de DU. Il en manque. Ça n'entraîne pas BV, ça. Alors maintenant, on va regarder, et c'est encore plus rigolo en dimension 2, on va regarder D2U1. Par exemple, alors on refait le calcul avec D sur dt de D2U1. Et puis tout ça, ce sont des choses que j'ai faites de tête un matin vers 6 heures du matin, que je n'ai jamais écrites. Alors donc j'espère que je vais pas... que ça va marcher. De toute façon, jusqu'à présent, c'est bon. Continuons. J'ai toujours un espoir. Donc, d sur dt de d2u1 plus u gradient d2u1 oui. Ça, qu'est-ce que ça fait? Alors, quels sont les termes en plus? À nouveau, il faut que je prenne le premier terme qui est D2U1, je dérive le U qui est devant le gradient, D2U1, D1U1, oui, plus D2U2, D2U1. Alors regardez, si vous maintenant vous voulez écrire ça de manière conservative, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez que vous avez D2U1 que multiplie la divergence de U. Regardez, vous avez d sur dt de d2u1 plus u gradient de d2u1 plus divergence de u fois d2u1 égale à 0. En d'autres termes, vous avez une autre identité remarquable très spécifique à la dimension 2, qui est quand même assez amusante, qui vous dit que les dérivées croisées sont exactement des solutions de l'équation de transport conservative. Ça fait quand même beaucoup pour une seule équation, toutes ces propriétés. Et en tout cas, en dimension 2, c'est assez spectaculaire. Et je dirais, toutes les questions ouvertes que j'ai signalées, ça serait bon de les aborder quand même, de leur tordre le cou en dimension 2, où on a autant de structures. Ça devrait quand même être jouable. Mais je ne sais pas le faire. Donc, d sur dt de d2u1 plus divergence de u fois d2u1 est égal à 0. Et de la même façon, vous avez la même identité formelle pour d1u2. À nouveau, ça, c'est des raisons de symétrie du système. Donc, en mettant des valeurs absolues, vous voyez que la masse totale est préservée, ou en tout cas ne grandit pas pour la masse totale de la mesure valeur absolue de d1u2. Même chose pour d2u1. Et donc, ce que vous en déduisez, c'est qu'effectivement, formellement, vous avez que d sur dt de l'intégrale de la valeur absolue de d1u2 est égal à 0, et que d sur dt de l'intégrale de d2u1 est égal à 0. Ça fait beaucoup pour une seule équation. Donc, ça vous donne des estimations à BV, mais ça, évidemment, vous voyez que vous avez toutes les estimations que vous voulez,
Mais ça vous donne plus. D'ailleurs, vous avez des jacobiens. Hein, non seulement sont des mesures, tous les machins sont des mesures, mais ces mesures, on peut presque prendre leur produit pour construire un jacobien. Le jacobien, vous pouvez le manipuler de toute façon, vous pouvez lui donner un sens au sens des distributions, hein, parce que on peut écrire un jacobien sous la forme conservative. Donc on peut lui donner un sens. On a plein d'informations. En tout cas, en dimension 2, il y a tous ces régimes particuliers. J'ai quand même envie de dire, non mais bon Dieu, il y a des solutions globales qu'on sait construire là-dedans, avec toutes ces propriétés. Ce n'est pas possible autrement. Mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas quels sont les mécanismes. Il n'y a pas de notion facile. Il n'y a pas de... je n'ai pas de normes dans lesquelles on peut mesurer des écarts de solutions. Parce que finalement, hein, on parle toujours d'existence, d'unicité, puis quand on veut caractériser les solutions, l'unicité, à la limite, on s'en moque. Hein. Mais derrière une unicité, derrière une bonne démonstration d'unicité, vous avez des arguments de stabilité. Vous avez toujours des inégalités, où vous mesurez les écarts si vous perturbez un peu les notions. Et ça, c'est beaucoup plus important. Bien entendu, l'unicité, c'est utile. Mais derrière une bonne démonstration d'unicité, vous avez toutes des estimations d'erreurs. Vous pouvez commencer à penser à l'analyse numérique, etc., etc. Calcul scientifique, vous pouvez le faire que vous ayez unicité ou pas. Mais l'analyse numérique, vous avez intérêt à avoir de l'unicité et des estimations d'erreurs. Hein. Il vaut mieux savoir un peu mathématiquement ce qui se passe quand on fait du calcul scientifique. Je vois Olivier qui fait la moue, mais ça, c'est un débat. Hein? Quoi? Ce que je dis. Oui, oui. Donc, effectivement, dans de l'unicité, dans des bonnes démonstrations d'unicité, vous en déduisez plein d'autres choses. Mais là, les estimations d'erreur, l'argument que je vous ai montré avec le décalage et les chocs prouve bien que ça ne va pas être simple. Et si vous pensez à Hamilton-Jacobi, où on travaille sur les potentiels, on travaille avec le phi, et U c'est gradient phi, eh bien c'est les phi pour lesquels on mesure les erreurs. On n'a pas l'habitude dans Hamilton-Jacobi d'écrire des erreurs pour les gradients des équations d'Hamilton-Jacobi. Ou alors on le déduit grâce à la semi-concavité, on triche un peu, mais ce n'est pas une estimation directe, ça passe par la manipulation d'équations en phi. Ça ne passe pas par du travail uniquement au niveau des équations de transport. Donc là, il y a vraiment un problème méthodologique. En même temps, quand vous voyez toutes ces propriétés que je trouve tout à fait spectaculaires sur cette équation-là, il paraît difficile de concevoir qu'il n'y a pas quelque chose en plus derrière cette équation. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur cette équation-là parce que les calculs sont simples et explicites. Et qu'avant de faire des grandes équations beaucoup plus générales que ça, je comptais consacrer un cours et demi, mais ça aurait été 2 cours. Ça, c'est à cause du calcul matinal. Et puis aussi le fait que je n'avais pas réalisé, avant de dire il faudra que je leur parle d'estimation d'erreur, je m'étais dit, s'il y a l'estimation d'erreur, je n'avais pas réalisé l'information sur l'effet régularisant du DIUI sur II avant de réfléchir au cours. Je n'avais pas réalisé, puis je me suis posé la question de dire, mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que quand j'écris U de x moins delta, j'aurais dû le dire, V de x moins delta t, t plus delta, ça, a priori, l'estimation que j'ai montrée montre que ceci est croissant par rapport à delta. Okay? Et si c'est croissant par rapport à delta, parce que V de x plus delta 1 est plus petit que V de x plus delta 2. Et donc ça, c'est croissant par rapport à delta. Et si c'est croissant par rapport à delta, vous voyez tout de suite que vous avez, en regardant la dérivée par rapport à xi, vous faites juste ça dans la direction EI, bien vous en déduisez que moins t dv sur dxi plus 1 est négatif ou nul. Et donc vous avez dvi sur dxi, et vous avez démontré l'estimation d'effets régularisants, donc c'est croissant, donc c'est positif ou nul, vous la démontrez par mes sandwichs en delta. C'est assez rigolo ça, hein, comme démonstration. C'est par le principe du maximum et les sandwichs en delta, vous obtenez l'estimation que vous pouvez obtenir en dérivant. Je l'ai fait de manière un peu rapide, j'aurais dû vous le raconter avant, hein. Donc je répète ça parce que je crois que c'était vraiment incompréhensible. Donc, deuxième tentative. Donc, une dernière remarque que j'aurais dû faire avant, c'est un retour en arrière. C'est que si vous dites que U
plus delta 1 U plus delta EI est croissant par rapport à delta. C'est un fait. EI, c'est le IM vecteur de base. Dans toutes les coordonnées différentes de I, vous ne changez rien, et dans la IM coordonnée, vous rajoutez delta. Donc ça, c'est bien croissant par rapport à delta. Et donc, comme la solution correspondant à ceci, c'est U de X moins delta EI fois T, T plus delta EI, ça veut dire que ça, c'est croissant par rapport à delta. Ça, c'est le principe du maximum. Et maintenant, je dis ce que c'est être croissant par rapport à delta en prenant la dérivée. Eh bien, la dérivée vous dit que moins delta, non, moins t fois DUI, je regarde la dérivée, pour la IM coordonnée. Donc, moins t DUI sur DXI, qu'est-ce que plus 1 est positif ou nul. Et donc ça vous donne l'estimation dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1 sur t. Donc c'est une autre démonstration élégante qui est toujours de dire que quand vous avez un système qui est invariant par translation et que vous avez une estimation de comparaison, vous avez en fait des estimations de dérivée. Donc voilà. Vous allez d'ailleurs retrouver des choses, si vous regardez la JM composante, je suis si vous regardez, est-ce que je veux vraiment dire ça? Oui, si vous regardez la JM composante, vous prenez la dérivée par rapport à la IM coordonnée, vous dérivez par rapport à XI. Et si vous dérivez par rapport à XJ, qu'est-ce que vous obtenez? Vous ne voyez pas le plus delta EI. Bien, vous en déduisez que moins T fois DUI sur DXJ est positif ou nul, c'est-à-dire que vous récupérez bien l'information qui est l'information structurelle dont vous vous servez pour obtenir toutes ces estimations. Donc ça, c'est par rapport à XJ. Donc effectivement, si on travaille avec ces conditions-là, vous voyez que la propriété qui est ici est vraiment une propriété caractéristique de cette classe de solutions. Donc c'est bien pour ça que je pense que quand on écrit ce truc en sandwich, je voulais vraiment démontrer qu'il y avait un seul flot qui vérifie ces estimations sur les tubes de solutions. Je pense que ça, c'est vraiment caractéristique de ce régime-là. Ça contient toute l'information, ça contient une estimation de stabilité, mais je ne sais pas montrer qu'il n'y en a pas d'autre. Bon. Donc, vous avez vu la quantité de problèmes ouverts. Je récapitule un tout petit peu les problèmes ouverts et je vais m'arrêter là. Donc, si je récapitule quelques-uns des problèmes ouverts rencontrés. Donc, problème 1. L'identification de la classe de régularité. Identification, on l'a, c'est plutôt caractérisation, puisqu'on l'a à travers sur le spectre de DU de X. Donc, caractérisation DU0 tel qu'il existe une unique solution régulière. Donc, on sait que cela contient des V0 rond W0 avec V0 et W0 monotones. Et une des questions, c'est est-ce que c'est égal? Deuxième question, dans le régime des solutions telles que DUI sur DXJ soit négatif ou nul pour quel que soit I différent de J. Donc dans ce régime-là, peut-on parler d'un flot unique ou d'un semi-groupe unique? Dans ce cône. Semi-groupe unique est
avec l'estimation de stabilité sur les tubes. Allez, les histoires en x moins delta t plus delta. Deuxième problème ouvert. Troisième problème, c'est la conservation de déterminants de DU avec éventuellement une inégalité négative ou nulle, globalement, au-delà des chocs. Quatrième problème que je n'ai pas mentionné, je pense que celui-là, je ne suis pas très optimiste, que je n'ai pas encore mentionné et que je vais mentionner maintenant, c'est on a obtenu les estimations BV sont vraies en dimension 1, en dimension 2. Est-il vrai qu'on a des estimés BV en dimension quelconque? Cinquième problème, juste pour U gradient U. Sait-on si il y a des solutions faibles globales? Sait-on si lorsque je rajoute un epsilon laplacien U epsilon, plus globalement, quand epsilon tend vers 0, que se passe-t-il? Bon, il y a d'autres questions un peu plus mineures que j'ai abordées, mais enfin, ça en fait déjà pas mal. Hein. Et vous voyez que toutes ces questions-là ne sont pas sans conséquence. Hein. Alors, à nouveau, je le répète, hein, ça paraît très particulier. C'est un cas très particulier qui a finalement une intersection essentiellement nulle avec les jeux à champ moyen. Pas tout à fait, parce qu'avec des changements de variables, ça contient, ce cas particulier contient vraiment des exemples très simples de jeux à champ moyen. Mais si on ne comprend pas ces questions sur ce cas simple, si on ne comprend pas, si on n'a pas les réponses à ces questions, c'est même pas la peine d'essayer de faire ça de manière plus générale. Alors, les aspects positifs qui sont les classes de régularité, ça, c'est ce que l'on va voir à partir de la semaine prochaine sur des exemples. Et pas sur des exemples, là je suis fatigué, sur des classes générales d'équations. Donc à partir de la semaine prochaine, j'arrête là. La semaine prochaine, ça veut d'ailleurs dire dans 14 jours, parce que la semaine prochaine, c'est le 11 novembre. Et à partir donc du 18 novembre inclus, et le séminaire recommence d'ailleurs le 18 novembre, à partir donc, disais-je, du 18 novembre, nous allons commencer à regarder des situations générales et comprendre des questions d'estimation a priori fine sur un modèle beaucoup plus général que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ce sera toujours des fonctions vectorielles, mais on va mettre maintenant des fonctions partout dans le champ de vecteurs, qui est le même pour toutes les coordonnées de U, et d'ailleurs au second membre. Alors, là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire. Formellement, si on veut construire des solutions en temps petit, par la méthode des caractéristiques, il va falloir, en fait, la méthode des caractéristiques, que devient-elle? Elle devient x point égale f, le grand X et le U, et U point égale G, le grand X et de U. Et donc, U à l'instant t, si vous démarrez avec un x0 égal à x et avec un u0 qui est mon u0 de x, pour ce système caractéristique, eh bien, la solution U de t de ce système d'équations différentielles ordinaires, ça devrait vous donner la solution que vous cherchez au point x de t et à l'instant t. Donc, vous voyez qu'on est passé d'une simple caractéristique où on avait x point égale, et u était constant là-dessus, x point, les x se baladaient sur des linéaires, parce qu'on sur des droites, parce qu'on n'avait pas de g, donc ça fait u point égal à 0. Donc u reste constant. Vous aviez ici rien qu'un f de u, à savoir u, et vous aviez que, effectivement, grand x, c'est x0 plus tu0. Et on a fait beaucoup de choses
qui reposait peu ou prou sur cette propriété, en tout cas pour de la construction des solutions régulières. Là, maintenant, vous avez un système différentiel général. Bien. Donc voilà pourquoi c'est la bonne généralisation. Je vous signale toujours les relations avec Hamilton-Jacobi. C'est que Hamilton-Jacobi, pas les jeux à champ moyen. Pour les jeux à champ moyen, il faut une structure en X très particulière. Enfin, il faut des conditions en X qui ne sont pas du tout celles qui correspondent à Hamilton-Jacobi. Donc, si vous prenez F égale dH sur dP de X et de U, bon, je vais écrire la chose comme ça, et G égale moins dH sur dx, ici donc un du ici, un moins dH sur dx de x et de u, de sorte que ce que vous avez ici, c'est le système hamiltonien associé à l'hamiltonien H. X point égale dH sur dP et U point égale moins dH sur dx, ou P point égale moins dH sur dx. Eh bien, effectivement, l'équation qui est cachée derrière, c'est bien dφ sur dt plus h de x gradient phi égale à 0. Si vous regardez u égale gradient phi, ceci va résoudre cette équation. Donc je vous referai ces calculs-là, mais c'était pour vous donner quelques petits éléments d'échauffement avant la séance de 14 jours, qui va être consacrée d'abord à vérifier rapidement pourquoi la monotonie est préservée. Éventuellement, on voudra comprendre ça lorsqu'on rajoute un Laplacien. Ça, c'est une relecture des arguments que l'on a déjà fait l'an dernier. Et puis ensuite, on va passer à des estimations a priori. C'est comment on préserve la régularité. On a vu d'ailleurs déjà des contre-exemples. Le cadre monotone ne suffit pas. Il va falloir rajouter un petit quelque chose. Et donc, ça, c'est comment on rajoute ça, comment on le rajoute de manière compatible avec l'ajout de Laplacien. Tout ça, on va le comprendre dans les semaines qui viennent. Et là, on est là pour 3 ou 4 semaines. Donc, 2 séances, 3-4 séances sur ces équations-là. Il me restera 2-3 séances pour aborder d'autres jeux à champ moyen dans lesquels on fait des couplages de dynamique. Donc, jusqu'à présent, tous les jeux à champ moyen que je vous ai introduits, les équations que j'ai introduites, correspondent toujours à des situations où chacun des joueurs choisit peut influencer, peut décider de changer ses caractéristiques, comme par exemple sa position, choisir sa dynamique, mais qu'il n'est pas influencé, que sa dynamique n'est pas influencée par les choix des autres. D'accord ? Vous choisissez pour vous. Hein, c'est votre compte en banque, il n'y a personne qui vous pique des sous. D'accord ? Et je vois tout de suite des réactions. Vous pensez à vos femmes ou quoi, là, tous les deux là, tout de suite, je les ai vus traumatiser, Pierre et Guillaume, quand je dis il n'y a personne qui vous pique des sous, ils ont l'air de dire je soupçonne des traumatismes familiaux. Là. Qui vous pique des sous ? La banque, c'est ça ? Voilà. Donc vous voyez tout de suite, vous me donnez des exemples où effectivement il y a d'autres joueurs qui influent aussi sur votre dynamique. Et donc d'avoir des couplages de dynamique est quelque chose qui est très naturel aussi. D'avoir des dynamiques non découplées, c'est naturel, mais avoir des dynamiques couplées, c'est également naturel. Et là, on va voir que mathématiquement, on ouvre vraiment un can of worms, une boîte pleine de verre. Comment on dit en français la boîte de Pandore, si on est, hein, c'est ça. Mais ça serait quand même un peu qu'est-ce que tu fais ? Tu bats la mesure, là, Pierre. Donc, on se retrouvera dans des territoires qui sont vraiment absolument pas balisés, parce qu'on perd le peu de structures mathématiques que je connaissais, les histoires de monotonie, tout ça, ça vole en éclats dès qu'on a des couplages de dynamique. Donc, il y a des tas de questions ouvertes qui se posent. Et là, cette année, je ne ferai que les égratigner pour vous montrer l'étendue de mon manque de connaissances sur ces questions-là, qui sont très très naturelles pour les jeux à champ moyen. Sur ce, donc, on a 14 jours pour reprendre des forces et se retrouver donc le 18 novembre avec le début du séminaire.